Le sable frappe la carrosserie et le son est mauvais, et sa bouche a le goût d'une poignée de gravier, et le soleil n'est plus quelque chose qu'on sent sur la peau, c'est quelque chose qui entre en vous, qui pénètre dans les tissus et les cuits de l'intérieur. Et il regarde son ami endormi sur la banquette arrière, avec la bouche ouverte, et la poitrine qui se soulève et s'abaisse, et le bidon est là, entre eux. Et la décision prend déjà forme dans le fond de son esprit, comme une fissure qui se forme dans un mur, lente et invisible, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus ni l'un ni l'autre. C'est The Human Limit, je suis votre présentateur. Si vous avez l'estomac pour des histoires qui ne se résolvent pas proprement, qui ne vous offrent pas un héros à la fin, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Mettez un like. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un homme qui a fait le calcul dans l'obscurité et est parti avec l'eau pendant que deux personnes qui lui faisaient confiance dormaient à 1 mètre de lui. Et il avait raison. Et ils sont morts. Et il doit vivre avec ces deux faits chaque jour de sa vie. Laissez-moi vous ramener au début. 3 hommes, une voiture. Une route à travers le désert de Sonora qui voit peut-être 4 véhicules par jour dans une bonne semaine. Marcus, celui qui raconte cette histoire, Devon, son colocataire de fac, et Ray, qui les connaissait tous les deux depuis l'adolescence et qui riait plus fort que n'importe qui d'autre que Marcus avait jamais rencontré. Ils roulaient vers un festival de musique, le genre de voyage qui donne l'impression qu'il va devenir une histoire qu'on raconte toute sa vie, ce qui fut le cas, mais pas le genre que quiconque aurait choisi. Le moteur a lâché à 11h40 du matin. Pas une défaillance dramatique, pas une explosion, un bruit comme quelque chose de métallique frappant autre chose de métallique. D'abord rythmique, puis irrégulier, puis la jauge de température montant au-delà de la ligne rouge, et Marcus se garant sur l'accotement, et tous les trois sortant dans un air qui donnait l'impression d'être à l'intérieur d'un sèche-linge. La route dans les deux directions, vide. Le paysage, broussailles plates et roches pâles, et un ciel si brillant qu'il s'était presque décoloré en blanc. Marcus a écrit sur ce moment dans le témoignage qu'il a livré des années plus tard, le témoignage qu'il a décrit comme la seule vraie confession qu'il ait jamais faite. Il a écrit « Nous n'avions pas encore peur. C'est ce dont je me souviens le plus clairement de la première heure. Nous pensions que c'était un désagrément. » Devon essayait déjà d'avoir du réseau sur son téléphone et Ray regardait sous le capot comme s'il comprenait ce qu'il voyait. Et je pensais au festival et si on arriverait à temps pour le premier set. La peur est venue plus tard, par étapes. Elle est venue comme la chaleur est venue, pas d'un seul coup mais par accumulation, chaque degré s'ajoutant au précédent jusqu'à ce que le total soit quelque chose de différent en nature de chacune de ses parties. La température ce jour-là a atteint 50 degrés Celsius. À cette température, le corps humain ne peut pas se refroidir par la transpiration seule. La sueur s'évapore trop vite pour évacuer la chaleur efficacement et la température centrale commence à monter. Et quand la température centrale monte suffisamment, les protéines dans le cerveau commencent à se dénaturer et la pensée devient étrange, et puis la pensée s'arrête. Ils n'avaient pas de réseau. La radio de la voiture ne produisait que des parasites. Ils avaient les vêtements qu'ils portaient, le matériel dans le coffre préparé pour un festival, et après une fouille complète du véhicule, un bidon d'eau d'1 gallon que Devon avait jeté à la dernière station-service 300 km plus tôt, presque comme une réflexion après coup. 1 gallon, 3 personnes, 50 degrés. Marcus n'a pas fait le calcul complet immédiatement, il vous le dit. Il vous dit que la première chose qu'ils ont faite était rationnelle et correcte, qui était de remonter dans la voiture et de baisser les vitres, et de prendre de petites gorgées dans le bidon et d'attendre. Parce que c'est ce qu'on est censé faire. On reste avec le véhicule, on se rend visible, on conserve son énergie et son eau, et on attend que quelqu'un vienne. Ils ont attendu tout le reste du premier jour. Personne n'est venu. La nuit était froide de la façon dont les nuits de désert sont froides. Un froid qui vous surprend après une journée de cette chaleur. Un froid qui tombe dans les basses températures et vous fait frissonner dans le même véhicule où 6 heures plus tôt vous aviez l'impression d'être lentement cuit. Ils ont dormi en rotation, 2 dans la voiture et 1 dehors à surveiller la route. Aucun phare dans aucune direction. Aucun son, sauf le vent traversant les broussailles, et de temps en temps, le métal de la voiture qui se contractait en se refroidissant.
Au matin du deuxième jour, ils avaient consommé la majeure partie du gallon, pas par négligence, par une soif qui frôlait déjà le désespoir physique, par la chaleur de l'après-midi précédent qui leur avait extrait la sueur plus vite qu'ils ne le comprenaient, par les petites gorgées qui s'additionnaient. Quand Marcus a mesuré ce qui restait dans le bidon au matin du deuxième jour, c'était peut-être un tiers du volume d'origine. Peut-être un peu plus. Il a écrit « Je n'ai rien dit à Devon et Ray de ce que je calculais. J'ai souri quand Ray a plaisanté sur la situation. J'ai aidé Devon à essayer d'arrêter le seul camion qui est apparu à l'horizon ce matin-là et qui a dévié sans s'arrêter, soit sans nous voir, soit choisissant de ne pas s'arrêter, je ne sais toujours pas lequel. Et pendant que je faisais ces choses, le calcul tournait dans le fond de mon esprit, comme un processus tournant en arrière-plan d'un ordinateur, invisible mais consommant des ressources, arrivant à sa réponse que je le veuille ou non. Voici ce que disait le calcul. Au rythme auquel il consommait l'eau, ce qui restait dans le bidon durerait moins d'une journée complète pour eux trois. Dans cette chaleur, sans eau, une personne pouvait survivre peut-être encore un jour après ça, 2 peut-être, en restant complètement immobile à l'ombre. La ville la plus proche était à 80 km dans une direction, d'après ce dont Marcus se souvenait de la carte qu'il avait consultée avant que son téléphone meure. La route qu'ils empruntaient voyait, au mieux, une poignée de véhicules par jour. Ils étaient déjà là depuis une journée complète sans un seul arrêt. Les chances qu'un secours arrive dans les 24 à 36 heures suivantes n'étaient pas nulles, mais elles n'étaient pas bonnes. Et si aucun secours ne venait et que l'eau s'épuisait, ils allaient tous les trois mourir sur cet accotement, à moins que l'un d'eux ne marche. 80 km dans les conditions du désert n'était pas une proposition agréable. La nuit, avec des températures tombant à des niveaux supportables, se déplaçant à un rythme de 4 à 5 km par heure, une personne en bonne condition physique pouvait couvrir la distance en 15 à 20 heures. C'était possible. C'était brutal et dangereux, et potentiellement fatal, mais c'était possible. Et une personne qui marchait avait besoin d'eau. Une personne qui marchait dans le désert sans eau ne ferait pas 80 km. Elle s'effondrerait quelque part dans le noir et mourrait déshydratée sur le sable, et le résultat serait 3 corps au lieu de 2. C'est là que les mathématiques sont devenues ce que Marcus a appelé dans son témoignage la chose la plus honnête et la plus terrible qu'il ait jamais rencontrée. Il a écrit « L'eau n'était pas suffisante pour que 3 personnes survivent en attendant. Elle n'était pas suffisante pour qu'une personne marche et 2 personnes attendent. Elle était suffisante pour qu'une personne marche. Une personne avec le bidon entier avait une vraie chance d'atteindre la ville et de ramener des secours. 2 personnes restant avec la voiture sans aucune eau n'avaient pas de vraie chance de survivre assez longtemps pour que ces secours arrivent. Les maths n'offraient pas une version où tout le monde vivait. Elles offraient une version où une personne avait une vraie chance, et cela exigeait que les 2 autres n'en aient aucune. Je veux que vous restiez avec ça un moment, parce que Marcus y est resté pendant environ 6 heures ce deuxième jour, dans la chaleur, regardant Devon et Ray devenir de plus en plus silencieux et lents à mesure que la déshydratation s'approfondissait, regardant le soleil traverser le ciel, attendant que le calcul change, attendant qu'un camion apparaisse à l'horizon, attendant quelque chose qui rendrait la décision inutile. Rien n'est apparu. À la tombée de la nuit du deuxième jour, Devon montrait les premiers signes d'épuisement thermique. Sa peau était sèche plutôt que mouillée de sueur, ce qui est le point auquel la transpiration s'arrête et la température centrale entame sa montée finale. Ray avait arrêté de parler, ce qui pour Ray était le signe le plus alarmant de tous. Ils avaient pris les dernières gorgées du bidon au coucher du soleil. Il ne restait rien. Marcus a écrit « Je leur ai dit qu'on devait dormir. Je leur ai dit que la nuit serait plus fraîche et qu'on devrait se reposer, et que demain, quelqu'un viendrait. Je l'ai dit avec la confiance de quelqu'un qui y croyait, parce que j'avais compris à ce moment-là que la seule chose pire que ce que je projetais de faire était de leur dire que je projetais de le faire. » Devon a dit « D'accord ». Ray a hoché la tête. Ils se sont pelotonnés sur la banquette arrière et je me suis assis à l'avant et j'ai attendu que leur respiration change. Ça a pris environ 1 heure. Il a écrit « La respiration de Devon s'est approfondie en premier,
puis celle de Ray. Je suis resté là à les écouter longtemps après ça, plus longtemps que nécessaire, plus longtemps qu'il n'était strictement nécessaire pour être sûr qu'ils dormaient. Je me suis dit que j'attendais d'être certain. Je crois que j'attendais en réalité que quelque chose m'arrête, qu'une raison apparaisse que je n'avais pas considérée, que le calcul donne un résultat différent dans le silence. Il n'a pas donné de résultat différent. Il a tendu le bras vers la banquette arrière lentement. Le bidon était sur le plancher derrière le siège passager. Il l'a soulevé à deux mains. Il était plus léger qu'il ne s'y attendait, presque vide, et pendant un moment il n'a pas compris. Et puis il a compris que Devon et Ray avaient bu les derniers fonds avant qu'il ne réalise, avaient consommé ce qu'il croyait rester dans ses dernières gorgées avant le coucher du soleil, et ce qu'il tenait dans ses mains dans le noir était un récipient contenant moins d'un demi-litre d'eau. Il a écrit « Je suis resté là à tenir le bidon pendant très longtemps. J'avais construit toute une architecture morale autour d'une décision que je prenais, un cadre de nécessité et de mathématiques et de la logique brutale de la survie, et maintenant je tenais la preuve que même les mathématiques avaient été pires que ce que je comprenais. Je m'étais dit que je faisais un choix terrible pour donner à l'un d'entre nous une vraie chance. Et maintenant je tenais un demi-litre d'eau, et la vraie chance avait toujours été plus petite que je ne le pensais. Je suis sorti de la voiture quand même, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, parce que remonter dans la voiture et s'allonger et attendre de mourir à côté de Devon et Ray était un choix aussi, et d'une façon ou d'une autre, le corps n'arrivait pas à le faire. Le corps s'est levé et a fait face à la direction de la ville et a commencé à marcher. Il a marché pendant le reste de cette nuit et dans la matinée suivante. Il a marché jusqu'au lever du soleil et au début de la montée en température et a rationné l'eau avec une précision qu'il décrit comme l'effort mental le plus concentré de sa vie, de petites gorgées à intervalles mesurés, calculant et recalculant, combattant l'envie de boire davantage par une force de volonté qui l'a surpris. Il est tombé une fois sur une section d'asphalte cassée et est resté allongé là pendant plusieurs minutes, à regarder un ciel qui passait du noir au bleu profond, au blanc impitoyable du plein matin du désert. Il s'est relevé. Un camion de livraison d'eau l'a trouvé sur la route à environ 9 heures du matin, titubant sur l'accotement. Le chauffeur s'est arrêté et lui a donné de l'eau et a appelé les secours sur un téléphone satellite. Marcus lui a indiqué l'emplacement de la voiture et s'est effondré sur le siège passager et était inconscient avant que le camion ait parcouru un autre kilomètre. Les secours ont atteint le véhicule 3 heures plus tard. Devon et Ray étaient tous les deux morts. Le rapport du médecin légiste citait l'hyperthermie et la déshydratation. Le rapport était clinique et précis et disait ce qu'il disait et rien de plus. Il ne pesait pas ce que Marcus avait fait ou n'avait pas fait. Il ne posait pas les questions que Marcus allait passer les années suivantes à se poser, de la façon dont les questions sans réponse propre tournent en boucle sans fin, creusant des sillons dans tout ce qu'elles touchent. Il a écrit « Les gens m'ont demandé depuis si j'avais fait le bon choix. Et je comprends ce qu'ils cherchent quand ils posent cette question. Ils veulent que je dise oui, parce que oui rend l'histoire supportable, et fait de moi quelqu'un qui a fait quelque chose d'horrible, mais nécessaire, et qui a émergé dans une forme de clarté. Ou ils veulent que je dise non, parce que non me rend coupable, et l'histoire a un verdict, et les verdicts sont une forme de résolution. Je ne peux leur donner aucune des deux réponses. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je sais. Je sais que si j'étais resté, nous serions tous les trois morts. Je le sais non comme une croyance, mais comme une quasi-certitude, parce que les températures le jour suivant ont dépassé ce que j'avais estimé, et parce que le temps de réponse des secours, même après mon sauvetage, était de 3 heures, et 3 heures dans cette chaleur, sans eau du tout, n'auraient pas été survivables. Je sais que marcher a donné à l'un d'entre nous une chance, et que c'est moi qui ai marché, et que ça a fonctionné, dans le sens le plus étroit possible de ce mot. Je sais aussi que j'ai pris l'eau dans le noir pendant qu'ils dormaient. Je sais que j'ai fait le calcul seul, sans leur dire. Je sais que j'ai décidé pour eux,
décider que leur vie était déjà dépensée, décider que les mathématiques étaient réglées, pendant qu'ils étaient inconscients et ne pouvaient pas participer à la décision. Je sais que Deval avait une fille de 4 ans. Je sais que Ray avait prévu de faire sa demande en mariage le mois suivant. Je sais ces choses, et je les porte, et le porter ne devient pas plus léger. Il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale. L'enquête n'a trouvé aucune preuve de négligence ou d'intention criminelle. La conclusion était cohérente avec son témoignage. 3 individus bloqués dans une chaleur extrême avec une eau insuffisante, un individu choisissant de chercher de l'aide, les 2 autres incapables de survivre aux conditions avant que l'aide n'arrive. Le rapport n'a pas abordé ce qu'il a pris. Le rapport n'a pas abordé le noir, ni le sommeil, ni le poids du bidon dans ses mains. Il a conclu son témoignage par quelque chose que je n'arrive pas à cesser de penser depuis que je l'ai lu pour la première fois. Il a écrit « Les maths étaient justes. Je les ai vérifiées 1000 fois et les maths étaient justes. » Et j'ai passé chaque jour depuis lors à essayer de comprendre si avoir raison, c'est la même chose qu'être justifié. Et si être justifié, c'est la même chose qu'être innocent. Et si l'innocence est même un concept qui s'applique à un moment où il n'y a pas de bon choix, et que quelqu'un doit en faire un mauvais. Je ne suis pas arrivé à une réponse. Je ne suis pas sûr qu'une réponse existe. Je ne suis pas sûr que la question est le genre de fond que les questions sont censées avoir. Ce que je sais, c'est ceci. Je suis sorti de ce désert, et je marche depuis. C'est The Human Limit. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous auriez fait dans le noir, dans le froid, avec le bidon dans les mains et 2 personnes qui respiraient à 1 mètre de vous. Je lis chaque commentaire. Je reviendrai avec une autre histoire depuis l'endroit où les êtres humains découvrent exactement qui ils sont, quand tout ce qui est confortable leur a été enlevé. Le sable est toujours là-bas. La route est toujours vide. Le soleil se lève chaque matin exactement comme il l'a toujours fait. Et quelque part sur une route dans le désert de Sonora, il y a un accotement où 3 hommes se sont arrêtés un jour, et 2 d'entre eux ne sont jamais repartis, et l'un d'eux essaie encore de comprendre ce que ça signifie qu'il l'ait fait.